Chaque émotion, vous savez que dans notre cerveau, les émotions, elles sont, comment je pourrais dire ça, elles sont importantes, mais elles sont aussi obligatoires. Chaque émotion va dire à notre cerveau qu'il doit se passer quelque chose. La peur, c'est qu'il y a un danger. La colère, c'est qu'une de nos valeurs a été dépassée. La tristesse, c'est que quelque chose est terminé et qu'il faut un nouveau départ. La tristesse, c'est très souvent une émotion liée à la perte. Et que, hop, il y a besoin de repartir. Donc biologiquement, dans notre cerveau, les émotions amènent des idées de mouvement de toute façon. Je disais tout à l'heure, donc il y a pourquoi j'ai pas agi. Qu'est-ce qui m'a empêché d'agir? Quelle est la douleur que j'associe à cette action-là? Imaginons pour le site, je fais le site comme je sais le faire, avec les compétences que j'ai aujourd'hui, avec la technique que j'ai aujourd'hui, avec les idées que j'ai aujourd'hui, je le fais. Quelle est la douleur que j'associe à ça? Ça va pas être beau, ça va pas être bien, ça va être long, ça va... Je sais pas, je dis des... C'est pas comme tu l'imagines. Je dis tu ou vous, ça va? Ok. C'est pas comme tu l'imagines. Il pourrait... Alors, là, c'est en 1 minute. Mais si tu y réfléchis à ça et que tu prends 10-15 minutes pour te demander, finalement, c'est quoi la douleur que j'associe au fait de ne pas le faire, de le faire plutôt. J'aime beaucoup l'idée du jugement, parce que c'est quelque chose que moi, j'ai dû dépasser. Je me suis formé, je ne sais plus, en 2013, quelque chose comme ça, et on me mettait 4 personnes et je devais parler d'un truc, j'étais... je flippais à mort. Je pouvais pas. Pourquoi? Parce que je m'imaginais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Ce que je vais dire, c'est nul. Je sais pas, plein de trucs en fait. Ça va pas plaire, ils vont me juger, ils vont pas être gentils, ils vont... Et puis, en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que tout ça, c'était moi qui l'imaginais. Je leur ai jamais dit, qu'est-ce que tu penses? Ça te plaît pas? Tu veux me jeter des tomates ou pas? Exactement. Ce qui veut dire que le jugement, comment ça fonctionne? Le jugement, ça fonctionne rarement avec le regard de l'autre sur soi, en réalité. Hein. Le jugement, ça fonctionne très souvent d'abord sur notre propre regard par rapport à nous. Et quand on a peur du jugement de l'autre, c'est qu'on est déjà en train de juger l'autre, en fait. Puisqu'on le juge dans sa manière de nous juger. Truc un peu... Et oui, quand on est très sensible au jugement, il faut d'abord que, on croit à ce que l'autre peut dire de son jugement. Imaginons, hein, t'es nul. Pour que ça nous touche, il faut y croire soi-même. Bah ouais, il a raison, je suis nul. Et de 2, il faut déjà imaginer soi-même que l'autre a ce regard-là sur nous. Parce que très souvent, on ne lui demande pas à l'autre. Hein. On l'interprète. Là, j'ai vu sur sa tête, il a fait ça y est, ça va pas. Donc, quelle souffrance j'associe au fait de faire ce site? Et là, tu pourras noter tout ce qui te vient. C'est hyper important. Après, ce que tu peux noter aussi, c'est quel est le coût qu'il va y avoir si tu ne le fais pas. Qu'est-ce que tu risques au final si tu ne le fais pas? Et là, ça va picoter un peu. Ouais, c'est important de le faire, mais vraiment bien. Mais attends, parce qu'il faut une étape après. Ça, c'est l'avant-dernière étape. C'est, si je ne le fais pas, quel est le coût que je vais payer? Le coût financier, le coût affectif peut-être, parce que finalement, je me sens peut-être pas bien dans ce que je fais, et du coup, je le fais vivre aux autres qui m'entourent. Et peut-être que ça va avoir un impact sur ma vie de famille, ma vie de couple, ma vie de femme, ma vie de mère, ma vie de... Quel est le coût que je vais devoir payer si je ne le fais pas? Comment je vais me sentir? Comment je vais me percevoir? Comment je vais me parler? Comment... Et la dernière étape, la plus intéressante, c'est quel est le plaisir vraiment que je vais vivre une fois que je vais avoir fait ce site-là? Une fois que tu t'es fait descendre bien dans le picotage, qu'est-ce que... Ben, si c'est... Tu vas le voir de toute façon, parce que si c'est pas plus fort, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Il faut peut-être revenir à un autre endroit. Si le plaisir d'avoir atteint ça est moins fort que la douleur, c'est qu'il y a un truc à bosser. Mais c'est intéressant parce que ça va le mettre en valeur. Et tu vas pouvoir te dire, en fait, c'est ça qui bloque. Peut-être que c'est une peur quelconque. Si tu réalises ce projet-là, ta vie, elle change. Voilà, radicalement. D'accord. Ça te fait quoi quand tu penses que ta vie, elle change radicalement? D'accord, ok.
Ouais. Ben, c'est pas étonnant, en même temps, c'est un peu inconnu tout ça, j'imagine. C'est quoi la peur qui te vient en premier? En fait, c'est une reconversion professionnelle. Ouais. Et donc, en gros, si j'échoue Ouais. sur ça, ça voudrait dire que. Ça me fait peut-être peur de m'être trompée ou que c'était peut-être pas pour moi. D'accord. D'avoir fait tout ça. Ok. Tu fais pas tout ça. Ouais, ça c'est... Tu sais que les avions, c'est les moyens de transport les plus sûrs, n'aie pas peur de l'avion. Oui, bah, de toute façon, oui. Le truc, c'est qu'on revient à ce blocage en fait, émotionnel qui est plus fort que intellectuellement. Je pense que tu le sais d'une certaine façon, toutes les choses qui sont hyper intéressantes. Ces 4 questions-là, l'idée c'est d'écrire à fond, hein, de lâcher le flow, on appelle ça lâcher le flow, sans juger, sans se dire oh non, pas ça, c'est ça. Il y a 2 étapes à ce travail-là. J'écris, et ensuite je relis et je fais émerger ce qui me paraît le plus important. Et tu vas voir qu'il y a des émotions, très certainement, qui sont, à mon avis, des émotions qui vont pouvoir te bloquer, ou alors des valeurs qui sont à travailler. Et le deuxième pilier de la motivation, c'est les valeurs. C'est notre pourquoi. Pourquoi on fait les choses? Pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi moi j'ai décidé d'aider les gens, de faire un métier qui soit dans l'aide à l'autre, dans l'accompagnement? Pourquoi une personne décide de faire du bénévolat? Pourquoi une personne décide de créer une association? Pourquoi une personne décide de quitter son métier pour aller vers quelque chose où elle va peut-être gagner moins, mais ça va être quelque chose qui lui fait vraiment plaisir? Oui, mais on est tous ce qu'on est au fond de nous. Je ne suis pas quelqu'un d'autre au fond de moi. Je cherche vraiment ce qui te fait vibrer dans la vie en fait. Ouais, le pourquoi, ouais, c'est ça. Et ben là tu te dis allez, j'y vais quoi. Et comment on fait pour le trouver ça? Et ben on médite beaucoup. D'accord. Et il y a plein de choses qui viennent et puis on supprime plein de peurs en soi aussi. D'accord. Parce que les peurs finalement elles servent pas à grand chose. On supprime les pensées limitantes aussi. D'accord. Ok. Et quand on arrive à faire tout ça, on peut avancer un petit peu. Yeah. Mais ça peut prendre du temps. Et ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps, ouais. S'il y a des gens qui sont un peu dans l'entrepreneuriat, je vous invite à aller regarder une vidéo de Simon Sinek qui explique comment Apple a construit son modèle économique et pourquoi il est devenu un leader par rapport à tous ses concurrents dans l'informatique. Parce que lui, il s'est pas embêté, Apple, ils ne se sont pas embêtés à chercher le comment ils vont faire pour créer quelque chose de nouveau, au début en tout cas. Au début, la question à laquelle ils ont voulu répondre, c'est pourquoi on veut faire ce qu'on veut faire. La question, c'est que si tu veux faire ton site internet, pourquoi tu veux faire ce business-là? Pourquoi tu veux faire ça? Si vous êtes dans une reconversion professionnelle, pourquoi vous voulez aller vers ce que vous faites? Si vous voulez maigrir ou arrêter de fumer, pourquoi? Mais pas juste, je vais arrêter de fumer parce que, je sais pas, j'irai mieux. Ouais, mais non. Moi, j'ai arrêté de fumer parce que, pareil, je raconte un peu ma vie quand les gens viennent, ça me permet, c'est ma thérapie. Merci, vous êtes mes thérapeutes. Mais moi, j'ai eu un gros accident cardiaque. Il y a de ça en 2017, j'ai fait ce qu'on appelle une dissection aortique. Donc c'est l'aorte qui pète. Et quand l'aorte, elle pète, très souvent, ça va assez vite. Heureusement, j'ai eu beaucoup de chance, elle s'est juste fissurée, je suis allé à l'hôpital. Ils ont dû faire, je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement, sauf qu'au final, ils l'ont réparé et ils m'ont mis une valve aortique mécanique. Ce qui fait qu'à la caméra, on l'entend, c'est assez rigolo. Là, on l'entendra moins parce que le micro il est là, on entend mon tic-tac. J'ai un tic-tac dans le cœur maintenant, enfin dans la poitrine. Parce que c'est une valve aortique qui sert à ce que le sang parte et vienne mécanique. Et donc sous anticoagulant à vie, avec un taux du sang à faire gaffe et tout. Bref, je suis à l'hôpital, donc j'ai une ouverture comme ça. Je fumais avant de rentrer à l'hôpital. Puis là, quand on a vécu un gros accident comme ça, il y a une infirmière pharmacienne qui vient et puis qui nous pose des questions. Est-ce que vous preniez des médicaments? Est-ce que vous fumez? Ouais, bah ouais, je fumais. Et là, elle vous dit, bon,
bah, monsieur Pomares, pour vous, la cigarette, c'est terminé. Hein, parce que déjà, une personne qui est en bonne santé, c'est pas terrible. Mais pour vous, les artères, la aorte, c'est la plus grosse quand même artère du corps. Et je n'y avais pas pensé, parce que j'étais encore en pleine douleur, à moitié sous morphine. Et je dis, ah ouais, tiens, j'avais pas pensé à la clope. Le truc, c'est que j'ai associé la douleur de ce que j'étais en train de vivre au fait de fumer. Alors que peut-être que, c'est même pas peut-être, c'est sûr, les mois d'avant et les années d'avant, quand je me disais comment je pourrais faire pour arrêter de fumer, je vais essayer d'hypnose, ça n'a pas marché, j'arrive pas à fumer, parce que j'associais pas de la douleur au fait de fumer. J'associais le plaisir d'être avec des amis, de boire un petit verre de vin, de sortir, je sais pas moi, d'un moment où j'étais un peu énervé, puis je fumais une petite clope, j'étais comme ça, dehors, je prenais l'air, c'était agréable. Sauf que là, je l'ai associé à ce truc-là, quand on vous ouvre en deux et qu'on écarte la cage thoracique, ben, c'est plus la même. C'est gore un peu, mais voilà une vraie souffrance et une vraie douleur. Alors après, je me suis dit, bon, bah, je ne vais pas rester dans... Sinon, c'est la déprime. Hein. Donc, ok, j'arrête de fumer. Qu'est-ce que je vais en retirer comme plaisir? Bah, déjà, la vie. C'est pas rien. Une valeur forte, la santé. Mais quand je parle de la santé, je sais de quoi je parle. Parce que j'ai failli la perdre. Parce que j'étais comment on dit, pas la coqueluche, la mascotte à l'hôpital, au CHU d'Amiens. On me disait, c'est vous la dissection aortique? Oh, c'est passé par une belle porte. Hein. Oui, pareil. Quand je me suis réveillé et que j'entendais le tic-tac, je croyais que le chirurgien avait oublié sa montre, moi. J'entends un tic-tac, je dis, c'est quoi ce truc? Alors je regarde l'appareil, parce qu'au début, il m'avait branché. Donc je l'appelle, je dis, docteur, un tic-tac, ouais, c'est normal, c'est un mécanisme. Donc ça fait tic-tac. Ah d'accord, ok, je savais pas. Et tout ça cumulé, ça crée une association d'idées. Notre cerveau ne fait que des associations d'idées. Pour qu'il puisse ressentir quelque chose, il doit avoir un référentiel entre une pensée et l'émotion ou le sentiment ou la sensation que ça va générer. Si un fumeur pense tout de suite là de plus jamais pouvoir fumer, il y a sûrement une sensation pas agréable qui va monter. La personne qui pense à son entreprise et qui se dit là, tout s'arrête, j'ai plus de clients demain, plus personne n'a envie de m'acheter ce que je fais. Ça va générer un sentiment pas du tout agréable. Un truc un peu très insécurisé. Parce qu'on associe une pensée à un ressenti. Et moi, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai associé la pensée d'arrêter de fumer avec... la pensée de fumer avec ma douleur. La pensée d'arrêter de fumer avec le plaisir que j'allais en tirer. Vivre, être en bonne santé, mieux respirer, pouvoir vivre le plus longtemps possible en fait. Pour ça que quand on vient et qu'on me parle de santé, souvent quand j'ai des clients, je leur demande toujours ok, mais vous avez des problèmes de santé? Non. Mais quand on commence à les faire visualiser les problèmes potentiels, ça picote, vraiment. Ce qui fait que quand on va vouloir changer, quand on va vouloir atteindre quelque chose et se motiver pour l'atteindre, on va devoir penser à nos valeurs, à notre pourquoi on veut faire ça. Qu'est-ce qui compte le plus pour nous dans la vie, en fait? Si je veux maigrir et perdre du poids, alors moi, encore une fois, moi je galère avec le poids, mais bon, j'essaye, hein. Je fais ce que je peux. Mais j'ai changé plein de choses et c'est vrai que le poids, je galère. Je me dis, à quoi il faut que tu te connectes pour réussir à perdre du poids? Alors déjà, perdre du poids, c'est pas terrible, parce que c'est pas un objectif en soi. Il faudrait plutôt que je me concentre sur comment je pourrais faire pour mincir, pour m'amaigrir, pour même reprendre le sport. Faire en sorte que les effets positifs du sport aient un impact direct sur le poids. Donc je me suis dit, bon, je vais reprendre le sport. Donc j'ai repris le sport. Mais il faut que je fasse gaffe, parce que je peux pas non plus faire tous les sports que je veux. Et en fait, en y réfléchissant, je me dis, ce truc de poids-là, c'est aussi une espèce de compensation de quelque chose. Qu'est-ce que je cherche à compenser? Est-ce que certains d'entre vous se sont déjà demandé qu'est-ce qui compte le plus dans leur vie? Ok. Est-ce que tu as
je sais pas, 2-3 mots qui te viennent quand tu réponds à cette question-là, pour justement lister quelques valeurs. Cite-en 2-3, comme ça, celles qui te semblent les plus fortes. Moi, c'est le respect de la vie. C'est un peu cliché, mais c'est le respect de la vie. Ok, le respect de la vie. Ok. Quoi d'autre? D'être quelqu'un d'aimant, quoi. C'est un peu cliché, mais c'est... Ok, l'amour. Ok. Quoi d'autre? Il y a aussi l'idée de justice aussi. La justice. Qui est importante. Ok. Faut faire gaffe, quand on a la justice comme valeur forte, faut faire gaffe à l'injustice. Ça peut piqueter un peu des fois. Ok. On est toujours, l'être humain est toujours, il y a une forme de dualité dans tout ça. Pour que la justice existe, il faut qu'il y ait de l'injustice. Pour que la lumière soit lumière, il faut qu'il y ait de l'ombre. Sinon, on ne saurait pas que c'est de la lumière. Après, je ne sais pas si on aura le temps de rentrer dans le détail de ça, mais on peut aller voir aussi les critères qui font qu'une valeur est une valeur. Typiquement, certaines personnes, et c'est ce qui va poser problème, ont, pour atteindre une valeur, par exemple la valeur justice, ces personnes-là, elles vont avoir une liste de feuilles, une liste grande comme une feuille de il faudrait que les gens me respectent, il faudrait que quand on arrive quelque part, on me dise bonjour, il faudrait que quand on me regarde dans les yeux, quand on me parle, il faudrait... Et il y a une liste comme ça, énorme, une grande liste. Et si on leur dit, ok, comment tu vis l'injustice? Eh bien, quelqu'un qui ne me regarde pas, ça y est, c'est injuste. En fait, pour vivre la justice, il faut une liste grande comme ça, et pour vivre l'injustice, il faut ça. Et du coup, il y a un sentiment d'injustice très fort qui peut être vécu. Assez souvent. Et moi, en séance, je vois des personnes qui me disent quand je les questionne, l'injustice, ça revient tout le temps. Parce que leur critère de justice et d'injustice est souvent disproportionné, déséquilibré. Je ne dis pas ça pour toi. Hein. Quoi d'autre? Qui a des valeurs comme ça? Le dépassement de soi. Le dépassement de soi. Ok. Ok. Elles sont listées par importance ou c'est comme ça, tu les... D'accord. Tu as déjà fait cet exercice-là? Ok. Ça t'a aidé? Ok. D'autres personnes qui ont des valeurs sur le pourquoi? Moi, par exemple, ma valeur principale, la plus forte, c'est la santé. Ce que j'avais pas forcément il y a 3 ans. Hein. Je me fichais un peu. Ensuite, il y a la réussite. Ensuite, il y a l'amour. Et j'ai comme ça listé mes 10 valeurs principales. Et je les ai aussi mises en contradiction pour savoir quelle était la plus importante. Imaginons. Tu m'as dit quoi? La première, c'est quoi? Le dépassement de soi. Et la deuxième? Aider, transmettre. Ah, non, mais... Ok. Comment on fait pour savoir qu'une valeur est la plus forte qu'une autre? On peut questionner. Et là, on arrive au choix de Sophie. Qui connaît le choix de Sophie? C'est un choix impossible à répondre en temps de guerre où elle avait 2 enfants, un garçon et une fille. On disait, vous gardez soit le garçon ou soit la fille. C'est un truc hyper... Enfin, c'est impossible à répondre à ça, en fait. Et du coup, quand on travaille sur ces valeurs, on doit presque aller chercher ce choix-là. Tu préfères le dépassement de soi ou tu préfères transmettre? Imagine. Tu es dans une situation où toute ta vie, tu peux jamais te dépasser, tu es toujours obligé de rester là où tu en es, mais par contre tu transmets à gogo. Ou dans une situation où tu peux pas du tout transmettre, tu es obligé de tout garder pour toi. Mais par contre tu peux te dépasser. Tu préfères quoi? C'est pas la question. Tu peux pas te sauver. Ok? D'accord. Il n'y a pas de alors, il n'y a pas de jugement dans ça. Tu vois, il n'y a même pas de justification en fait. Mais c'est aussi pour se demander quelles sont les valeurs qui comptent le plus pour nous, parce que très souvent, on ne se pose pas la question d'aller aussi loin. Mais rien que le fait de se questionner là-dessus, c'est aussi un moyen de mieux se connaître et de trouver sa motivation.
Est-ce que je préfère la santé ou est-ce que je préfère la réussite? Est-ce que je préfère vivre en bonne santé jusqu'à 90 ans et ne pas réussir du tout? Est-ce que je préfère vivre la santé, comme je disais, vivre jusqu'à 90 ans, 100 ans en bonne santé, mais ne pas du tout réussir? Foirer tout. Ou est-ce que je préfère tout réussir, mais mourir à 45 ans? Je dépend, quelque part. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y en a pas de mauvaise. Hein. Non. Mais être en bonne santé, quelque part, ça peut être une réussite dans le cheminement de vie. Oui. Après, quand moi je dis réussite, c'est peut-être pas la réussite, c'est peut-être une réussite plus professionnelle. Mais oui, je suis d'accord. Tu as des valeurs comme ça qui te... Ah, moi, la santé en premier. La santé en premier. Après, peut-être bateau, mais j'ai de beaux enfants et on est heureux. Voilà. Du coup, c'est quoi la valeur? Alors ça, c'est hyper intéressant. C'est un bonheur émotionnel. Parce que dans les valeurs, il y a les fins, les états émotionnels et les moyens. La famille, même si c'est très très beau, il n'y a pas de rien avec ça. L'argent, typiquement aussi, ce ne sont pas des fins. Ce ne sont pas des valeurs en tant que telles. Ce sont des moyens d'atteindre un état émotionnel qui va être une valeur. L'argent, typiquement, ça va être d'atteindre la sécurité, peut-être la liberté, peut-être la réalisation de soi, pourquoi pas. La famille, ça va être le moyen d'accéder à l'amour, d'accéder à la joie, d'accéder... tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est intéressant aussi de se demander qu'est-ce que ça me permet d'accéder si c'est une valeur, c'est un état émotionnel. Si c'est un moyen, ça me permet sûrement d'accéder à quelque chose. La nature, par exemple. La nature, ça me permet d'atteindre quelque chose, un état émotionnel. Ce n'est pas une valeur en soi, c'est un moyen d'atteindre une valeur.